Salut les brasseuses, salut les brasseurs, c'est reparti aujourd'hui pour une journée de brassage. On va refaire, plutôt je vais refaire la bière que j'avais fait il y a un mois spécial pour les grandes chaleurs, pour bien sûr l'été caniculaire. Alors là on est début septembre, la situation n'est pas tout à fait la même, mais j'ai eu plusieurs déboires suite à ce brassage, durant ce brassage. Des déboires qui font que je change un peu de stratégie, je vais refaire le même brassage, mais en changeant de stratégie. Pour rappel, j'avais vécu plusieurs problèmes durant ce brassage. J'avais d'abord ma résistance du fond qui avait cramé à cause de la recirculation et du sac, que vous voyez ici, qui absorbait trop, qui laissait pas passer assez bien le liquide, et donc on se retrouvait avec pas assez d'eau au fond du fait de la recirculation, donc la résistance était à nu, et donc ça sentait le cramer, ce qui a brûlé la bière. J'ai peut-être eu une oxydation à chaud, alors j'en suis pas sûr, parce qu'après le goût de la bière, il est quand même pas si mauvais que ça, il est quand même un peu, voilà, je dirais peut-être pas aussi maltais qu'il devrait l'être, mais ça reste très correct. Et enfin, je ne sais plus c'était quoi le troisième problème, mais troisième problème dont je n'ai plus souvenir immédiatement. Donc je vais rebrasser, mais cette fois je vais changer un peu ma façon de faire pour que ça soit cette fois parfaitement réussi, exactement ce que je veux. Je vais donc adapter mon système de brassage. Premier point, qui n'est pas des moindres, on va dire, c'est que je ne vais pas du tout recirculer. Donc je vais complètement arrêter la recirculation avec une pompe. Donc vous voyez, c'est ça tout simplement, ce genre de pompe. Donc je vais arrêter, je ne vais même pas la connecter. Je la utiliserai peut-être à la fin, c'est sûr, j'utiliserai à la fin pour l'ébullition, mais sinon je ne ferai pas du tout de recirculation. Donc je ferai uniquement usage du fourquet pour l'empâtage. Donc je mélangerai régulièrement mon brassin pour avoir un maximum, homogénéiser au maximum la température. Je vais concasser un peu plus gros, quitte à avoir un rendement un peu plus faible, donc ça c'est important. Je vais aussi adapter ma recette sur Littlebug. J'ai pu remarquer que j'avais un petit souci de compréhension dans Littlebug. Bon, déjà je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la quantité d'eau, alors je ne l'ai pas vu, d'empâtage. Je ne sais plus pas où elle est, où je l'ai perdue, je ne sais pas, moi il me semblait que c'était marqué avant, mais j'ai aucune notion de quantité d'eau d'empâtage, j'ai juste un ratio grain, et en fait, ce ratio grain, même quand on embourre une bague, il considère le faux fond, et c'est quand même un peu dommage. Donc en fait, il faut que je fasse un ratio au grain, et que je rajoute le faux fond en plus. Donc ce qui fait que là, j'ai mis 33 litres. J'ai aussi adapté la quantité de céréales, alors je ne sais plus, au dernier brassin, si j'étais à 5,6 kg, mais là je vais passer à 6,2 kg, ce qui va me permettre d'obtenir un peu plus de corps, un peu plus de sucre et un rendement, une quantité plus élevée. Et sinon, le reste de la recette va être le même ou quasiment le même. Je vais faire une petite adaptation sur le houblonnage. Donc pour rappel, cette recette, la particularité, le but, c'est de minimiser au maximum pendant la canicule la chauffe. Donc c'est-à-dire on va faire une ébullition très courte, une ébullition d'une demi-heure au lieu d'une ébullition d'une heure habituellement. Et par contre l'empâtage, on va le laisser sur un empâtage long d'une heure et demie avec des températures assez basses d'empâtage. Et on va après refroidir assez peu, 40 degrés, pour mettre en fermenteur avec une levure de type Vec. La différence, c'est que la dernière fois j'étais parti de levure sèche et Vec, là je vais réutiliser mon fermenteur, tout simplement. Je vais reverser dans le fermenteur, je vais juste un peu enlever le fond, mais je vais réutiliser le fermenteur et ce qui va rester de levure Vec dans le fermenteur va suffire à redémarrer je vais y arriver. Ce qui va rester de levure va suffire à démarrer la fermentation. J'ai amélioré mon système. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement le filtre Polsinelli pour la cuve 50 litres, je crois. Donc ça, c'est la 75, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, vous voyez, ici, il y a le trou
Et en fait, moi, alors elle est toujours pas sèche depuis hier quand même, j'ai rajouté tout simplement les petits éléments qu'on retrouve sur les filtres, les faux fonds de Paul Cinelli que j'avais. J'aurais pu mettre tout simplement des vis avec des écrous, avec un écrou au fond pour assurer la hauteur. Donc voilà, mais j'avais ça sous la main, donc j'ai utilisé ça. Et ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner très bien. Donc ça me permet d'être pile poil sur la hauteur de la résistance et à me permettre, parce qu'avant je mettais tout simplement ça, je les avais attachés, je les mettais au fond pour pas que ça touche le fond, mais du coup je pouvais pas faire de whirlpool, je pouvais rien faire. Donc là je vais essayer de faire un whirlpool, je vais voir si j'y arrive. Hein. C'est quand même compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais ça va dépendre vraiment du système. Et comme je refroidis pas dans la cuve, c'est un peu galère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin c'est tout pour cette présentation. Passe au début de la mise en route du système. Donc j'ai mis mes 33 litres d'eau hier, j'ai pas fait encore ma correction, normalement il faut que je rajoute mes nutriments, mais c'est pas des nutriments, c'est les ceci là, tout simplement je rajoute du sulfate de calcium. Bon là je n'ai pas encore rajouté, donc je vais le rajouter après, il faudrait que j'adapte un peu la quantité, mais bon voilà, et puis c'est tout, mais ça je le ferai après. Donc d'abord je vais chauffer l'eau, lancer la chauffe de l'eau. Donc pour cela, j'allume, j'ouvre le courant et je prends mon petit téléphone, je vais sur mon application, Billet Risto pour rappel, hein, donc, qui est en ligne mais qui n'est pas vraiment, comment dire, qui n'est pas vraiment encore utilisable. Et on va, enfin pour le grand public, et on va allumer la cuve et on va la programmer. Là, il faut faire une chauffe, un empâtage à 64, je crois, de souvenir. Ouais, 64 degrés, c'est ça? 64 degrés. Donc là, je vais donc chauffer à 66 degrés à peu près, un petit peu plus élevé. Alors, ça peut se calculer, ça, bien sûr. Et donc, c'est parti pour la chauffe à 66 degrés. Donc là, c'est en train de chauffer tranquillement. Et ça va donc... Voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure d'aller concasser le grain. Et voilà. L'eau est donc à la bonne température. Enfin, donc elle arrivait donc, je crois, à 66 degrés. Je l'ai mise 65,8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mélanger le mou pour... Enfin, pas le mou, il n'y a pas de mou. Hop, pour homogénéiser un maximum la température. Maintenant, on va pouvoir remplir le panier à grains tout simplement des céréales. Juste qu'il soit à peu près stable, qu'il ne tombe pas. Donc je vais l'habiller avec le sac. Donc voilà, j'utilise un sac pour des raisons de simplicité de nettoyage, tout simplement. Alors comme je disais, ce sac ne sont pas les meilleurs sacs de l'univers. Ils sont, je trouve, un peu épais. Il faudrait que j'achète des sacs moins épais. Mais ils font quand même le job. On prend les céréales et on les met dans le panier. Alors on peut aussi verser directement dans la marmite. D'ailleurs, je vais peut-être regretter ce que je viens de faire. C'est après à mélanger quand tout arrive d'un coup, c'est un peu compliqué. On ouvre. On règle bien sûr avant la température cible la bonne, donc à savoir 64 degrés. Voilà. Et on va positionner la grille, donc on repère avant l'endroit où se trouve le capteur de sonde. Et c'est parti. Bien sûr.
Voilà. Voilà, tout est en train de s'insérer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On met le couvercle, on vérifie la température, on est à 64 degrés sur l'application. Je ne pense pas, non, il ne pourra pas faire le focus. Donc mes 64 degrés, 63,8, donc c'est bon. Là, on va laisser comme ça jusqu'à midi. Et à midi, on va faire le mash out, le palier d'inhibition enzymatique. Hein. C'est-à-dire qu'on va, ça a plusieurs intérêts. Hein. Donc d'une, ça va stopper toute fin de transformation de sucre. Alors, nous, on a un palier bas, ici 64 degrés. Donc en réalité, il y a peu de problématiques à... Enfin, il n'y a pas vraiment de grand intérêt à le faire pour cet objectif-là. Par contre, ça va fluidifier la mèche et donc ça va permettre une meilleure extraction des sucres. Donc, en gros, plus d'extraction. Donc on a tout intérêt à le faire. Donc un palier qu'on va laisser environ une dizaine de minutes à environ 78 degrés. Hein. Donc quand même plus de 10 degrés au-dessus de ce qu'on est actuellement. Donc on va monter tout simplement à 78 degrés. Comme ça va être un peu long, d'une on va retirer ça. Et on va mélanger bien sûr pour éviter qu'il y ait trop d'écart. On va surveiller ici la montée hein, qui va être tranquille. On va augmenter un peu la puissance. Hein, donc sur mon système, je peux gérer la puissance de la résistance. C'est-à-dire que la résistance c'est une 6500 watts. Et donc bien sûr 6500 watts c'est quand même beaucoup hein, sur un réseau électrique domestique. Donc si sur cette même prise, sur ce même fusible ou disjoncteur, j'ai une machine à laver ou quoi, bah, ça peut faire sauter l'intégralité. Enfin voilà, donc par exemple un sèche-linge ou quoi, donc à faire attention. Donc dans ce cas-là, je régule la puissance. Et puis ça évite si jamais ça se met à s'emballer, que ça chauffe trop vite et qu'on puisse le remarquer plus rapidement. Donc voilà, là jusqu'à présent j'étais à 50 pour la chauffe d'eau pure, donc voilà, donc j'avais le temps. Et après je suis monté à 60 et maintenant je suis monté à 70 pour que ça chauffe quand même raisonnablement rapidement. On va un peu mélanger, vous voyez ça monte quand même, hein, mais on va mélanger pour homogénéiser. Là on a 65 degrés donc on mélange. Une fois qu'on est à la bonne température, on va le laisser au moins 10 minutes comme ça pour extraire, comme je vous ai dit, fluidifier la mèche, extraire un maximum de sucre. Ensuite, on passera au rinçage. Et on ferme. Et là, à partir de maintenant, on peut se dire qu'on va laisser une dizaine de minutes. Alors on va pouvoir arrêter le processus de transformation du mash out, donc le fait de pouvoir arrêter toute activité enzymatique. Donc ce qu'on va faire avant toute chose, c'est de remélanger le mou bien sûr. On va pouvoir lever le panier.
Maintenant, on passe au début de l'ébullition. Pour les houblons, on va commencer à mettre 20 grammes pardon, au début. Ça va apporter l'amertume. Donc ça va rester une demi-heure. Après, on rapportera 50 grammes à 15 minutes avant la fin. Et puis, bien sûr, 50 grammes à la coupure. Enfin, je mettrai 150 grammes en hop stand et après 150 grammes en houblonnage à cru. Ce qui lui fait quand même une grosse quantité de houblon Galena. Alors je précise qu'il est vieux quand même mon Galena, hein. Je pense que je l'ai depuis 2 ans, mais je le mets sous vide et je le réserve au réfrigérateur. Vous pouvez soit le congeler, soit le réserver au réfrigérateur. Bon, si vous ne pouvez pas mettre sous vide, je pense que le congélateur est quand même bien mieux. Donc là on est bien, on est quand même pas mal au niveau de l'ébullition. On est pas mal, il va falloir surveiller pour baisser la puissance. Donc on met le premier houblon et on va noter l'heure. Hein, voilà, et on ferme un petit peu mais pas trop. Hein, de sorte à ce que les fumées montent par ici et soient absorbées par la cheminée que vous voyez apparaître ici. Hein. Donc, là, vous voyez là, c'est très fort comme bouillonnement, c'est trop fort. On va baisser. On est sur des délais très courts, hein, c'est-à-dire que là, vraiment au niveau du temps d'ébullition, etc., on est sur un délai d'une demi-heure. Vous savez que le dernier quart d'heure, on en profite pour nettoyer le système de refroidissement. Alors, il existe quoi comme système de refroidissement? Il en existe plusieurs. Vous avez peut-être un refroidisseur à plaque. Dans ce cas-là, il sera peut-être mieux de le désinfecter plutôt que de refaire circuler quelque chose qui pourrait contenir des particules. Vous pouvez très bien avoir un refroidisseur par immersion, c'est-à-dire c'est un petit anneau, un coil, un serpentin, voilà, en cuivre ou en inox que vous allez immerger. Alors petite précision, hein, le cuivre est largement plus efficace que l'inox. L'inox a l'avantage d'être de demander extrêmement peu d'entretien puisque l'inox rouille très peu. Le cuivre, lui, il s'oxyde très facilement. Par contre, c'est une oxydation de surface, c'est-à-dire que cette oxydation va le protéger. Contrairement au fer, où c'est une oxydation en profondeur qui va le détruire petit à petit. Donc, une fois que cette oxydation de surface est présente sur le cuivre, il n'y a plus de problème. Seulement, l'oxyde de cuivre, alors je ne suis pas sûr du nom, il est toxique. Donc, l'un dans l'autre, on va essayer de ne pas en avoir. Pour ne pas en avoir, il suffit de le rincer ou de le laisser tremper dans l'eau. En tout cas, s'il est stocké dans un endroit bien sec, il ne va pas faire ce verre, mais dans tous les cas, avant tout usage de cuivre, on va le rincer. C'est le cas donc pour le refroidisseur par immersion, mais c'est aussi le cas pour les refroidisseurs à plaque, hein, qui sont en général en cuivre, ou en tout cas les soudures sont en cuivre. Donc il faut aussi refaire circuler de l'eau un maximum pour dissoudre ce qu'on appelle le verre de griffe. Il existe aussi ce genre de choses, hein, donc des refroidisseurs linéaire, à contre-courant, hein, donc il fonctionne sur le même principe qu'un refroidisseur à plaque, sauf que là c'est un tuyau. C'est un peu moins efficace qu'un refroidisseur à plaque, surtout ça prend beaucoup plus de place. Ça c'est celui de Grainfather, je le trouve vraiment cool, vraiment bien parce qu'il est quand même assez léger, il est en plastique et manifestement le tuyau à l'intérieur est du cuivre, donc ça c'est plutôt efficace. Donc voilà, le fonctionnement c'est exactement le même que pour un refroidisseur à plaque ou un refroidisseur à contre-courant. Voilà, ça c'est mes 50 grammes de Galena que je vais rajouter donc en phase 2. Hein. Donc 20 grammes au début. Pourquoi j'ai fermé? Il ne fallait pas fermer. 50 grammes ensuite. Donc là, on est parti. Oh, croyez-moi ou non, ça brûle. Ici, on rajoute ça. Alors là, honnêtement, c'est approximatif. Hein. Moi, j'en mets trois petites pincées. Enfin, des bonnes pincées plutôt. Voilà, je vais allez, un petit peu plus pour le fun. Et voilà le petit Galena, donc comme la dernière fois. Comme on mettra ça à la coupure du feu. C'est terminé pour l'ébullition. Voilà, il y a un peu de temps pour s'arrêter. Donc on la coupe, on enlève le couvercle pour le moment intégralement et on va prendre le niveau du volume, enfin le volume d'eau présent. Alors sachant que mécaniquement il y en a un peu, donc on a 26 litres sans compter le volume qu'il y a là-dedans.
Donc c'est parti. Cette fois on met bien sûr le dernier houblon. Et on va laisser ça un peu tranquille. Ça c'est le houblon, enfin je dis le dernier houblon, c'est pas vraiment le dernier. C'est le houblon qu'on met à l'arrêt. Mais après on va mettre un houblon à 80 degrés. On va laisser tranquillement pour le moment se reposer le temps que j'aille rincer ça. Ça va très vite. On a rincé, on passe donc à l'étape 2, à savoir qu'on va commencer le refroidissement tranquillement. Hein. Donc on va relancer la pompe et on va vérifier la vitesse du liquide qui ne doit pas être trop rapide. Voilà, clairement, là on est beaucoup trop. Voilà, il faut vraiment que ça se coule à petit filet. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on la fait couler bien sûr dans le mou. Maintenant qu'on a fait ça, on va lancer l'eau. On s'arrête ici pour le refroidissement. On est même allé un peu trop loin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer ce flexible, là on va le remettre peu importe où on met. Ça, on va le relever tout simplement. Pour que ça puisse se vider tranquillement. Et on va chercher le houblon. Là, on va rajouter nos 150 g de houblon. Voilà. Et on va le remettre évidemment ici. Et on va fermer le tout pour laisser tranquillement le mou pour maintenir à température un maximum. On va laisser comme ça une petite vingtaine de minutes. Donc notre mou il est là. On a ici égoutté notre houblon. Vous voyez, il y a quand même du houblon jusque là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre là-dedans. Et voilà. On ira le jeter, on peut le composter, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas un souci. Ici, on va lancer un refroidissement assez rapide. Et là, on va refroidir la cuve. Alors, il y a plusieurs méthodes pour refroidir. Soit vous refroidissez en direct, c'est ce qu'il faudrait faire idéalement. C'est-à-dire qu'on va refroidir avec ce type de refroidisseur à plaque. On va envoyer directement, on va refroidir en instantané, on va refroidir et envoyer directement dans la cuve de fermentation. Ça, c'est l'option la plus efficace puisque votre mou il est chaud, donc là il est à peu près 75 degrés et il va être refroidi de suite à 20 degrés, enfin la température cible. Donc là, en l'occurrence pour nous c'est 40, bon, en général c'est plutôt 20 degrés. Et une fois que ça sera fait, ben, vous n'aurez plus qu'à vous le transférer direct. Donc il n'y a pas de souci, du coup tout le temps on a de l'eau qui arrive, qui est donc l'eau du réseau, qui est à 20 degrés, qui est en contact, qui va échanger de la chaleur avec un liquide à 75 degrés. Donc ça c'est très efficace. Plus on va se rapprocher de la température cible, donc voilà, plus on va se rapprocher de la température de l'eau du réseau, plus l'essai d'échange va être long, plus il faudrait une longue surface pour échanger. En le remettant directement, le problème c'est qu'on le mélange, donc c'est le cas notamment des refroidisseurs par immersion, mais c'est aussi le cas si on fait comme ça, parce que là on est aussi efficace qu'un refroidisseur par immersion. Alors que ça va bien fonctionner au début, hein, ça va très vite refroidir, mais dès que le mou va être globalement plutôt froid, ben, ça va plus fonctionner. Donc voilà. Et là, vous voyez, j'ai pas du tout fait de comment on appelle ça. J'ai pas du tout fait de whirlpool encore. Je vais le faire après coup. C'est pour ça que là, je vais refroidir jusqu'à 40 degrés. Je vais faire mon whirlpool et je vais laisser reposer. C'est petite astuce. Vous pouvez faire différemment. Je vais même refroidir en dessus de 45 degrés, 40 degrés. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, puisque mon fermenteur il va supporter quand même, alors, je pense que c'est 50 degrés ou un truc comme ça. Faut pas monter beaucoup plus haut, c'est le problème de ce fermenteur. Ça serait un fermenteur en métal, je me risquerais à mettre du mou chaud, j'ai pas de risque. Là il est un peu chaud quand même, donc là il supporte pas les chaleurs, donc on va éviter ceci. C'est pas là qu'il faut regarder, c'est là. Donc là vous voyez on est déjà à 60 degrés selon la sonde. Alors combien j'ai consommé d'eau?
C'est ça qu'on peut se poser, parce qu'au final, le but c'est de pas trop consommer d'eau l'été, hein, puisque l'eau du réseau est plus chaude. Alors, du coup, on est en septembre, début septembre, il fait encore chaud, mais quand même les températures sont à baisser. Je pense que l'eau du réseau a dû baisser un peu, mais pas de trop. Hein. Si on était peut-être à 26, peut-être que là on est à 24 degrés. Et en fait, j'ai consommé un total de 34 litres 6, donc sachant que j'ai quand même bien utilisé mon eau, pour refroidir 20 litres de boue, donc ça reste quand même pas non plus des choses de fou, mais c'est quand même assez raisonnable, hein, puisque c'est presque un ratio 1 pour 1. Des fois je suis quand même à beaucoup plus que ça, et que j'ai refroidi directement dans ma cuve. Hein. Si j'avais vraiment transféré, j'aurais peut-être encore gagné quelques degrés. Bon, et parce que là on va vraiment jusqu'à s'arrêter à 40 degrés, hein. Si on vraiment voulait s'arrêter à 20 degrés, ça serait beaucoup plus long. Hein, il faudrait bien plus de 60 litres, on serait certainement à plutôt 100 et quelques litres. On est samedi matin, donc j'ai attendu un jour de plus parce que j'avais pas le temps de le faire hier pour faire la dégustation, voir si on va pouvoir houblonner ou pas accru. Ce qui est important avant de pouvoir extraire la bière, c'est de vérifier la carbonatation, hein, parce que sinon ça va faire que de la mousse. Donc logiquement il faut le faire un peu avant. Là on va essayer de le faire en direct, mais je pense que ça va pas être, ça risque de faire pas mal de mousse. Donc pour cela on va utiliser une fiche, un tableau de pression. Voilà, vous pouvez trouver ça sur internet, des tableaux comme ça, ou vous pouvez aussi trouver des petites calculatrices, hein, un peu partout. Donc voilà, donc selon votre affichage, vous allez soit utiliser des PSI, soit des barres. Donc, moi je vais utiliser des barres, mais je vais vous donner les deux mesures. Hein. Là on va vouloir une carbonatation, donc là en fait vous lisez en dessous la carbonatation, enfin le style de bière que vous voulez, hein, donc voilà. Donc voilà, donc après vous lirez, vous n'aurez plus qu'à lire la bonne colonne en fonction de la carbo que vous souhaitez. Donc par exemple, nous on va faire une IPA, donc je crois que c'est IPA et ale britannique, et là vous avez l'American Pale Ale. Donc, voilà. Donc nous on veut quand même quelque chose d'assez carbonaté, on va viser un 2,6 de carbo, hein, ce qui est pas mal, et on va regarder la température du mou, hein, enfin la température de la bière, donc elle est à 3 degrés. Donc 2,6, 3 degrés, ça nous fait qu'on doit être à 0,83 de pression. Donc, on ouvre. La première chose que l'on observe, c'est bien sûr, voilà, je vais cette fois baisser un peu, le mou. Alors, si je peux vous apporter un peu de lumière, parce que là, on voit honnêtement pas hyper bien, mais on a quand même un mou qui est assez transparent, on peut le voir, hein, qui est quand même assez clair, donc avec une jolie couleur dorée. Donc ça c'est bien par rapport au houblon, au malt qu'on a mis, donc c'est bien ça. Et on voit ici une bonne sédimentation, hein, puisqu'on arrive à ce niveau là, donc ça c'est encore rétracté, donc c'est une très bonne chose. Il y a quelques traces de levure, enfin et de dépôt sur les côtés, mais rien de très grave. Donc maintenant on va regarder ici et on va viser nos 0,83. Alors j'avais dit que je vous le donnerais aussi en PSI, hein, donc en PSI ça correspond à 12,6 PSI. En général il y a double marquage, donc voilà, en fait on va même peut-être faire en PSI, ce sera plus simple. Donc pour ça on va utiliser la spooning valve et on va tout simplement la faire tourner. Donc, voilà. Passer en caméra téléphonique. Donc ici, la spooning valve, on la voit bien, et on va
ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu régler. Alors, une fois que c'est refroidi, hein, une fois que le mou est refroidi, on la règle à la bonne pression. Ou alors, on peut le régler à regarder quelle pression il nous faut à 20 degrés. Voilà, on peut aller un peu plus vite. Le but, c'est de vérifier que ici, ça ne mousse pas. Donc, voilà, que ça se relève pas. Bon, on peut aller un peu plus vite. Du coup, elle sera un peu surcarbonatée, hein, parce que la pression n'est pas la bonne. Vous voyez, 12 PSI, c'est un peu plus facile à lire que les barres. Voilà, alors je vérifie. Donc, vous voyez, si on regarde un peu sur la petite fiche, on va en PSI plutôt. On regarde nos 3 degrés pour 2,6. Et on obtient 12 et des patates, hein, non 13, ah non, oh oui non, 12 et des patates, c'est la deuxième ligne, 13 et des patates, bon, 12,06. Donc voilà, donc là on va la laisser comme ça, hein. Voilà, ça fuit très légèrement, donc normalement ça doit être la bonne chose. Après on peut juste tourner jusqu'à ce qu'on l'entende plus. Oui, pas mal. On a un peu plus que 12, mais c'est très bien, parce que du coup, ça nous fait 2,7 de 7. Ensuite, il nous faut ce qu'on appelle un robinet pique-nique. Enfin, on pourrait très bien avoir d'autres robinets qui vont se clipser dessus, hein, c'est pas un souci. Bon, voilà, le robinet pique-nique, ça permet de faire un service très rapide. Par contre, c'est très compliqué de faire le service, puisque ça, en général, ça mousse énormément. Bon, surtout que là, la bière va être un peu surcarbonatée. Ce qui va se résoudre, hein, avec ici la spawning valve qu'on a réglée, hein, dans les prochains jours. Vous voyez, hop, direct, ça c'est mis dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler un premier jet. Bien sûr, vous avez un verre propre que vous avez rincé pour éviter que ça mousse. Vous voyez, c'est que de la mousse en fait. Ça, on va jeter le premier jet parce qu'au passage, ça va nettoyer le tube flexible à l'intérieur. Il n'y a pas que de la bière dedans. Petit souci de batterie. Donc je viens de rincer mon verre et cette fois on va refaire le service. On penche bien le verre et on essaie de servir le moins de mousse. Moi je pense qu'il va y avoir que de la mousse dans mon verre. Bon, tant pis. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on déconnecte ici, hein. Voilà. Ici on regarde et on va refermer le frigo pour le laisser tranquille. Ce que vous pouvez faire, c'est vider le tube. Ça, on récupère la bière qu'il y a dedans. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez ici, bien sûr, à fond. Et ici, bien sûr, en essayant de ne pas faire tomber votre verre, d'où l'intérêt d'avoir un verre un peu lourd comme ça. C'est pas les meilleurs verres de dégustation. Ici, vous ouvrez pour faire passer l'air. Normalement, en théorie, hein, ça doit se vider. Ou pas. Bon, ça se vide, mais tellement lentement. C'est pas grave. Donc comme ça va permettre après de le rincer directement au robinet. Donc, on a une bière qui est quand même, bon, qui est pas non plus, qui est pas du tout transparente, hein. Il y a quand même un petit voile. Après, il faut voir aussi qu'elle a 3 degrés. J'essaie de vous montrer ça à travers une lampe. Hein. Voilà. On va donner ça. C'est joli comme ça. Ça, donc elle est quand même transparente, le verre est quand même épais et voilà, c'est le premier service. Elle sera quand même peut-être plus claire après. Donc on sent bien sûr, alors pas le meilleur verre de dégustation, hein, je précise, hein, mais c'est un verre lourd, c'est pratique pour faire les services. Hein. Donc elle a une bonne odeur doublon. Hein. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément d'amertume, mais elle est douce et légère. Et sur une bonne pale ale, hein, vraiment une très très bonne pale ale. Vous savez quoi? Ben, j'ai pas envie de la dry hopper. Et donc je crois que
Non, je vais pas la dry hopper. Je vais garder mes 250 grammes de Galena pour la refaire. La fermentation est maintenant terminée. J'ai donc pu mettre en keg et mettre le keg directement dans le réfrigérateur pour pouvoir me servir une petite bière. Donc l'idée va être de comparer la bière numéro 1 que j'avais brassée donc en août et la bière numéro 2 donc que j'ai brassée il y a peu de temps. Donc on va prendre un verre et on va faire le service. Alors il y a un peu de mousse. C'est juste que j'ai pas réglé les robinets. J'aurais pu me mettre un peu plus. Hop. Donc la bière numéro 1 et la bière numéro 2. Donc au niveau de la couleur, on est quand même assez similaire. Hein. On note pour la bière, bien sûr, ce que je fais, vous ne le voyez pas. On note pour la bière numéro 1, ici, on ne voit pas une grosse différence. Hein, mais elle est légèrement, très légèrement plus foncée. Vraiment très léger. Au niveau du goût, au niveau de l'odeur, bon, ça change quand même pas mal. Hein, parce que celle-ci, on sent vraiment le fumé. Alors que celle-ci, on sent quand même beaucoup plus les houblons. Mais en tout cas, s'il y a eu oxydation à chaud, ça se voit pas trop au niveau de la couleur. Contrairement à ce que j'avais pensé dans la première vidéo, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, ce que je montre, ça ne fonctionne pas. Donc, bon. Ah, vraiment, c'est le goût fumé qui prend le dessus. Et on n'a pas vraiment de goût d'autre chose, pas de goût de malt ou pas goût de houblon. Là, les houblons, ils sont totalement... voilà, on a l'amertume, on n'a pas vraiment de goût de houblon. Alors que celle-ci, on est beaucoup plus dans la douceur, on est vraiment plus dans ce houblon. Non, non, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas eu de houblonnage accru en plus dans celle-ci, alors que celle-ci, il y a eu un houblonnage accru et on le sent pas du tout. Honnêtement, on sent ce goût de fumée, c'est tout, qui emporte tout, parce que pour le coup, il est vraiment trop prononcé. Et derrière, les houblons sont pas du tout là. Alors, est-ce qu'il y a eu oxydation et ça ferait pas se ressortir les houblons? J'ai mis des doutes parce que c'est quand même mis après, hein, donc je vois pas en quoi... donc voilà, l'oxydation, elle n'a pas eu lieu, c'est vraiment s'il y a eu oxydation, c'est oxydation à chaud. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Après, peut-être qu'il faut attendre plus longtemps pour que cette oxydation se fasse voir. Maintenant, celle-ci, ça fait quand même depuis fin juillet ou quelque chose comme ça qu'elle est en fût. Et là, on est début septembre, presque mi-septembre. Et voilà. Bon, on n'est clairement pas sur une bière transparente. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Hop, petite lampe de chantier. Voilà, vous voyez à peu près. Je sais pas si on voit très bien du coup. Bon, on voit pas à travers, mais celle-ci, il faut que je la resserve un peu pour. Voilà, on est sur une couleur à la lumière bien jaune. Alors, la caméra surjoue un peu la couleur. Là, on est quand même sur quelque chose de plus foncé. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'à la lumière, on voit quand même une très nette différence. Je vais regarder moi aussi. Je sais pas si de côté ça change quelque chose. On voit pas grande, mais à la caméra on voit vraiment une différence. Après ça dépend si on est... Ah, peut-être que j'étais trop haut. Attendez. Non, il y a quand même un truc. Hein. C'est bizarre. Voilà, c'est quand même pas des grosses différences de couleur. Je pense que c'est vraiment la lumière, le fait qu'ils soient un peu plus pleins, qui fait que ça joue. On est quand même vraiment sur les mêmes couleurs. Hein. Alors comme ça, elle fait marron. Elle n'est pas du tout marron.
Dans les faits, elle est vraiment dorée. Voilà. Alors par contre, elle est pas du tout, elle est quand même très trouble. Après, elle n'a pas eu de repos ou très peu. Hein, celle-ci un peu plus. Et on est sur une Levurgvec. Je sais pas trop si ça donne des bières très très clean. Je pense pas. Surtout qu'on est sur une fermentation à chaud quand même, à 40 degrés à peu près. Donc à mon avis, ça donne pas des choses très clean. Et donc voilà. Donc après, peut-être que là, par contre, comme il y a le fût, il y a toujours des dépôts, même pendant le transfert. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'éclaircir. Peut-être que celle-ci non. Ça, je ne sais pas. L'avenir me le dira. En conclusion, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait eu une oxydation à chaud. Hein. S'il y avait eu une oxydation à chaud sur la première, bon, je suis pas du tout, comment dire, au point sur ça, parce que ça m'est jamais vraiment arrivé. C'est ce que j'ai supposé, hein. Mais en fait, au niveau gustatif, là, il y a vraiment le goût du cramé lié à la résistance. Mais sinon, je sais pas vraiment. On sent moins le houblon, c'est vrai. Mais c'est pas non plus, je pense vraiment que c'est le cramé qui prend le dessus et qui empêche vraiment d'avoir le goût du reste. Donc pour moi, c'est plus ça le problème. L'oxydation à chaud, je crois pas que j'en ai eu là. C'est dans la littérature, il y a des exemples, il y a de nombreux exemples sur ce que c'est que l'oxydation à chaud et que c'est démontré. Je veux dire, c'est pas une rumeur qu'on pourrait entendre sur internet ou quoi. Mais là, en tout cas, j'ai pas pu le reproduire. Je pensais vraiment, enfin, involontairement, on va dire, je pensais vraiment qu'on aurait une nette différence entre ces. Enfin, qu'on aurait vraiment une nette différence de couleur. Mais au final, bon, ben non, la couleur, elle est quand même. Elle est quand même bien. Alors clairement, elle a perdu. Hein. Elle était meilleure il y a à la sortie du fût que maintenant, mais en un mois, elle n'a pas bougé, quoi. Donc, enfin, ou pas significativement bougé. En tout cas, au niveau de la couleur, on reste sur le même type de couleur. On reste vraiment sur le même type de. Voilà. On voit que celle-ci, même là, à la caméra, elle est un peu plus claire. Donc la bière numéro 2. Mais techniquement, il n'y a rien qui va permettre de le. Il n'y a pas non plus, ça peut être juste la composition, elle n'est pas tout à fait la même, puisque j'ai changé un petit peu la recette. Je pense que j'ai mis un peu plus de malt. Alors je ne sais pas si j'ai changé au dernier moment, je crois que j'ai changé en cours de recette la dernière fois. Voilà. Au niveau du rendement, parce que c'était ça la question initiale aussi, c'est que j'ai pas fait de recirculation. Donc est-ce que le rendement est impacté par le fait de ne pas faire de recirculation, mais j'ai mélangé plus souvent? Ah ben, la réponse a l'air d'être non. En tout cas, il n'y a pas de baisse de rendement, puisque la dernière fois j'ai obtenu 17 litres, à peu près un 16-17 litres. Bon, j'avais laissé le fond et j'avais vraiment fait ça à l'arrache, le transfert et tout ça. Et donc voilà, et là je suis à 19 litres. Alors je ne sais pas si j'ai la même recette, je ne m'en souviens plus, parce que pour le coup je n'ai pas changé la recette du brassin, alors que là je l'ai changé. Mais en tout cas avec cette recette-là, apparemment, j'ai ou un meilleur, enfin avec cette méthode-là, j'ai ou un meilleur rendement, ou un rendement similaire. Mais j'ai pas un plus mauvais rendement. Donc j'aurais tendance à penser que la recirculation, en tant que telle, n'améliore pas, enfin c'était attendu, hein, la recirculation, ça n'améliore pas le rendement. Ce qui améliore le rendement, c'est le fait de mélanger pour éviter que la mèche soit à des températures trop différentes, à des endroits différents, et pour éviter qu'il y ait de la concentration de sucre à des endroits et pas à d'autres. Donc cuve isolée, où on mélange régulièrement, ça permet quand même d'obtenir un rendement tout à fait correct. Au niveau de la stabilité de ma cuve, c'est l'autre question que je me posais, c'est savoir si ça allait être stable ou si c'est pas les monter d'un coup et trop, etc. Sans cette recirculation, ça permet quand même de stabiliser un peu les températures au niveau de du capteur. Ben non, en fait, il n'y a vraiment aucun changement. Clairement, on est vraiment relativement stable au niveau de la température. Donc il n'y a pas besoin de chauffer d'un coup, etc. Il n'y a pas eu des montées de température anormales. On est resté sur le même fonctionnement qu'avec recirculation. Donc, est-ce que je vais continuer à faire de la recirculation avec mes cuves? La réponse est non. En tout cas, pas de recirculation avec un moteur. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vous dis déjà, pas de changement sur le rendement. Alors, il faut mélanger. Hein. C'est vrai que je n'ai pas essayé sans mélanger. Ça serait une expérience à mener d'ailleurs. Pas de changement de ce côté-là. Au niveau du brassage, on consomme un peu moins d'électricité, mais je pense pas que ça soit vraiment significatif. Mais si on veut y mettre un point un petit peu écologique ou financier, peu importe, il y a ce petit point-là. Au niveau, on a aussi, à mon avis, moins de perte de température parce que du coup, ça circule pas dans l'air, etc.
Donc voilà. L'autre point qui peut être important, enfin qui est à mon sens le plus important, c'est l'absence de bruit durant l'empâtage, à part le bruit de la résistance. Les pompes, ça fait quand même du bruit. Et honnêtement, travailler avec le maximum de silence, c'est un confort qui est loin d'être négligeable. Donc je suis très heureux de me dire qu'au final, je vais pouvoir travailler avec moins de bruit. Et ça, c'est quand même pour moi plus important qu'une petite perte de rendement, ou voilà, donc je préfère perdre un petit peu de rendement, et en plus c'est pas le cas, et à travailler avec moins de bruit. Et en plus avec les soucis que ça apporte, hein, parce que moi ça m'a apporté vraiment beaucoup de soucis, cette recirculation. La pompe elle peut se boucher, si ça peut se... Donc au final, non, cette recirculation elle me sert pas à grand chose, elle m'apporte pas grand chose, donc autant ne pas la faire. Par contre, enfin, je fais une recirculation manuelle, c'est-à-dire que j'ouvre le robinet avec un pichet et je retransvase par-dessus pour bien mélanger le liquide, pour que tout soit à peu près aux mêmes densités. Vous me voyez souvent faire des prises de densité en cours d'empâtage, tout ça. Il n'y a rien d'obligatoire à le faire, c'est une perte de temps techniquement. Moi j'aime bien le faire, mais c'est parce que j'aime bien le faire. Mais il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Alors, je dis ça parce que j'ai vu sur internet des gens qui disaient mais pourquoi tu prends... Enfin, pas pour moi, mais pour d'autres personnes, pourquoi tu prends ta tente d'empêtage en cours de route, ça sert à quoi? Techniquement, ça sert pas à grand chose, puisque de toute façon, le process, on ne va pas le changer parce que en cours de route, mais c'est pour savoir si tout se passe bien, si on peut avoir à peu près ciblé la bonne... Puis voilà, c'est plus de la curiosité, voir l'évolution qu'autre chose. Techniquement, le rendement ne change pas. Enfin, l'intérêt, il n'y en a pas. À prendre de la densité en cours de route, on prend la densité juste avant l'ébullition, tout au plus, en tout cas avant le rinçage, si on doit faire un rinçage. L'idée c'est de savoir que si on a un rendement trop élevé, à ce moment-là, il faudrait rajouter de l'eau. Voilà. Si on a un rendement trop bas, on a un rendement trop bas. Ça, on peut pas faire du miracle, on peut prolonger l'ébullition, on peut faire plein de trucs, mais ça sera pas tout à fait la même bière, donc autant dire, bon, tant pis, ma bière sera plus légère, c'est pas hyper grave. Ça peut avoir des variables d'ajustement après sur la quantité de houblon qu'on va mettre, puisque une bière forte, on peut houblonner plus qu'une bière légère. On ne peut pas trop houblonner au niveau, houblonner à cru, même le houblonnage tout court, même pour l'amertume. C'est beaucoup plus agréable sur une bière forte, avoir une forte amertume, que sur une bière légère. Voilà. Si vous avez une bière à 2 degrés et que vous lui mettez une amertume de fou, je suis pas sûr que gustativement ça soit très intéressant, et même au niveau de l'houblonnage, ça ne va pas être intéressant de trop la houblonner. Donc voilà, donc ça ce serait la seule chose, mais ce serait vraiment une perte de rendement de fou, quoi. On n'est pas en train de dire vous avez perdu 1 degré sur votre bière au total, maximum 1 degré. Logiquement, c'est qu'il y a eu un autre problème, hein, sinon. Vous avez mis trop d'eau par exemple. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite grandement à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. À bientôt les amis.